120 conférences, 37 villes, 25 États. Vers la fin de l'année 1909, New York vécut une nouvelle croisade contre le vice. Les réformateurs avaient découvert la traite des blanches. Ils s'activèrent sans toutefois avoir la moindre idée des sources du mal qu'ils essayaient d'éradiquer. J'avais à de nombreuses occasions coudoyé la prostitution. Tout d'abord, dans la maison où j'avais été contrainte de vivre pour un temps, ensuite durant les 2 années où j'avais soigné Madame Spencer, et enfin à Blackwell Island. J'avais aussi beaucoup lu et rassemblé de documentation sur le sujet. Par exemple, je me sentais bien plus apte à discuter de cette question que les moralisateurs qui se mêlaient de tout et attiraient tant l'attention. Je préparais un exposé sur la traite des blanches, en abordant ses causes, ses conséquences et son éventuelle élimination. Ce thème devint l'attraction vedette de ma nouvelle série de conférences en même temps qu'il suscita les plus vifs critiques et débats. L'exposé parut par ailleurs dans le numéro de janvier de Mother Earth, puis sous forme de brochure. Peu de temps après, Ben et moi partîmes pour notre tournée annuelle. En tout lieu, nous entendîmes des réclamations de nos abonnés qui se plaignaient de ne pas avoir reçu le numéro de janvier de la revue. Je le télégraphiai à ce sujet à Sacha, et il s'en prit à la direction de la poste. Il découvrit ainsi qu'un certain nombre d'exemplaires avaient été bloqués sur plainte d'Anthony Comstock. Bien que flattés de nous retrouver enfin parmi les victimes de la comstockerie, nous exigeâmes de connaître la raison de cet honneur inattendu. Au bout de plusieurs tentatives, Sacha réussit à s'introduire auprès de l'auguste gardien de la moralité américaine. Comstock admit que les envois de Mother Earth avaient été bloqués, mais nia que sa plainte en était à l'origine. « L'affaire est à présent entre mes mains, affirma-t-il à Sacha. Elle est motivée par l'article de Mademoiselle Goldman sur la traite des blanches. » Il invita Sacha à l'accompagner au bureau du procureur, où durant 2 heures, Saint-Anthony tint une conférence secrète. Vint ensuite une consultation prolongée avec l'inspecteur général de la Poste. Finalement, notre censeur déclara que rien de répréhensible n'avait été décelé dans l'article. Le lendemain, le New York Times publia une interview dans laquelle Comstock nia catégoriquement toute l'affaire. Il s'agissait d'une astuce d'Emma Goldman pour susciter l'intérêt de sa publication, entre guillemets, assurait-il, tout en ajoutant que non seulement il n'avait pas porté plainte contre Mother Earth, mais que la Poste n'avait pas bloqué la distribution de la revue. Sacha dut s'investir énergiquement, pendant 1 semaine encore. Démarcher divers services postaux, en télégraphiait sans cesse à Washington, avant que le numéro de janvier ne fût finalement distribué. Si au moins Comstock avait eu la décence de nous faire part à l'avance de son intention, nous aurions imprimé 50 000 exemplaires du numéro proscrit. Mais même ainsi, son ingérence eut comme effet d'augmenter la notoriété de notre revue. La demande de Mother Earth monta en flèche, alors que malheureusement, nous ne disposions que du tirage habituel. Pour la première fois depuis la lutte pour la liberté d'expression en 1908, j'eus la possibilité de revenir à Chicago. La police, n'ayant peut-être pas oublié la publicité que son traitement à mon égard avait autrefois assurée à l'anarchisme, alla jusqu'à promettre à Ben que je ne serais plus harcelé. Mon manager s'enthousiasma à la perspective de l'activité qui nous attendait dans sa ville natale. Il télégraphia pour fixer les dates et les thèmes des réunions, et jeta ensuite toute sa force brute dans l'organisation d'une série de conférences. Chicago avait joué un rôle significatif dans ma vie. Je devais ma naissance spirituelle aux martyrs de 1887. 10 ans plus tard, j'y avais rencontré Max, dont la compréhension et la tendre camaraderie n'avaient cessé de m'inspirer et de me soutenir durant toutes ces années. C'était à Chicago aussi, en 1901, que mon attitude envers Léon Skolkoz avait failli me coûter la vie. Et n'était-ce pas Chicago qui m'avait donné Ben ? Ben avec tous ses défauts, son irresponsabilité et ses obsessions. Cet homme qui avait déjà causé plus de tourments à mon esprit, tout en montrant le plus profond dévouement que quiconque dans ma vie, s'investissait totalement dans mes activités. Nous étions ensemble depuis 2 ans seulement, et pendant cette brève période, il avait déjà mis mon âme à l'épreuve des centaines de fois. Ma tête se rebellait en permanence contre cet étrange garçon, alors que j'avais viscéralement besoin de l'avoir à mes côtés. Depuis 1892, je donnais des conférences dans cette ville sur le lac Michigan, mais jusque-là, je ne m'étais pas rendu compte de son potentiel. En 10 jours, je pris la parole lors de 6 meetings en anglais et 3 en yiddish, devant des foules non seulement nombreuses, mais suffisamment intéressées pour payer un droit d'entrée et acheter des quantités de nos publications. Cette réussite, sans conteste remarquable, reposa presque entièrement sur les efforts de Ben. Je ressentais de la satisfaction d'avoir fait une percée importante à Chicago.
mais aussi de la fierté pour lui, fierté parce que ses adversaires les plus acharnés dans nos rangs en étaient venus à voir et à admirer sa sincérité et son talent d'organisateur. Dans cette ville, au moins, Ben avait gagné le cœur de nombreux camarades et acquis leur aide et leur soutien. Au cours de mes voyages à travers les États-Unis, j'avais toujours constaté dans les villes universitaires une grande indifférence envers la lutte sociale. Les étudiants américains ignoraient les questions centrales qui se posaient dans leur pays natal et n'éprouvaient pas de solidarité avec les masses. Ainsi, j'accueillis avec peu d'enthousiasme la proposition de Ben de faire irruption dans Madison, dans le Wisconsin. Grande fut ma surprise quand je découvris à l'université de Wisconsin une toute nouvelle atmosphère. J'y trouvais des professeurs et des élèves extrêmement ouverts aux idées sociales, et une bibliothèque possédant un choix des meilleurs livres, journaux et revues. Plusieurs professeurs, notamment Ross, Commons et Jastrow, étaient des exceptions par rapport à la moyenne des enseignants américains. Ils étaient progressistes, très sensibles aux problèmes du monde et modernes dans leur conception de leur discipline. Un groupe d'étudiants nous invita à donner une conférence dans la salle de la YMCA située sur le campus. Ben parla du rapport entre éducation et agitation. Pour ma part, j'abordais la différence entre étudiants russes et américains. Nos auditeurs entendirent pour la première fois que pour l'intelligentsia russe, l'éducation n'était pas simplement le moyen d'accéder à une carrière. Elle était un outil qui lui permettait de comprendre la vie et le peuple dans le but de l'instruire et l'aider. À l'opposé, les étudiants américains s'intéressaient avant tout à leur diplôme. Ils connaissaient peu la lutte sociale et s'en préoccupaient encore moins. Ce jour-là, nos exposés suscitèrent des discussions animées, nous prouvant que notre public avait développé une conscience aiguë de son rapport aux masses et de sa dette envers les travailleurs, producteurs de toutes les richesses. Les administrateurs du bâtiment qui abritait la YMCA ne trouvèrent rien de plus judicieux que de nous refuser l'utilisation de cette salle à l'avenir. Quelle formidable publicité pour nos réunions! Le résultat fut d'attirer des dizaines d'étudiants dans une salle que nous avions louée en ville et de leur donner plus que jamais envie de nous entendre. Par la suite, j'appris du bibliothécaire que, depuis ma visite dans la ville, la demande de livres sur l'anarchisme avait atteint des niveaux jusqu'alors inconnus dans l'histoire de sa bibliothèque. Les citoyens conservateurs de la ville ne purent supporter ni les mois créés par ma présence à Madison, ni l'affluence de nos meetings. Leur organe, le Democrat, en anglais dans le texte, sonna l'alarme contre, entre guillemets, l'esprit d'anarchie et de révolution qui sévissait au sein de l'université. Le rédacteur en chef prit pour cible privilégiée le professeur Ross, qui avait été mon hôte, et comme il l'avait fait lui-même, avait conseillé à ses étudiants d'assister à mes conférences. Le journal faillit provoquer le licenciement de l'universitaire. Heureusement, peu après ma visite, ce dernier était parti en Chine pour un voyage prévu de longue date. Les divagations du démocrate disparurent vite, et lorsque le professeur Ross revint d'Orient, il put reprendre son travail sans être importuné. J'avais souvent assisté à des réceptions en ma qualité de manager de la troupe d'Orléans, mais en tant que propagandiste, j'avais toujours réussi à garder mes distances vis-à-vis des divertissements oiseux. L'homme qui désormais me guidait entre les écueils des déjeuners de société et des dîners dits bohèmes n'était autre que William Marion Reedy. William Marion Reedy, en français, on va dire. Le directeur du Mirror, en anglais dans le texte, de Saint-Louis. Beau parleur, il avait réussi à passer en fraude dans le camp ennemi la plus dangereuse des contrebandes. Lors de mon premier déjeuner avec les sympathiques habitants de Saint-Louis, où l'esprit manquait, mais où l'eau était servie en abondance, on m'accabla de questions. Seul Bill Reedy apporta de l'animation, un peu comme du vin pétillant, à une réunion de prière. Ma seconde intervention eut lieu à l'Artist Guild, une société constituée de respectables bohèmes. Leur bohémianisme me rappelait les aventures dans l'East End de Londres que Jack London raconta dans Le peuple de l'abîme, en français dans le texte, quand il faisait la queue pour la soupe populaire. Attendait des heures qu'on le choisisse pour pelleter du charbon, ou se laisser enfermer dans un hospice avec le sentiment réconfortant qu'à tout moment il pouvait rentrer chez lui, prendre un bain, enfiler du linge propre et manger un copieux dîner. Pour la majorité des membres de la guilde, me semblait-il, la bohème était une sorte de narcotique qui leur permettait de supporter leur vie ennuyeuse. Il y en avait d'autres, bien sûr, qui connaissaient la lutte que toute personne sincère et libre doit mener dès qu'elle aspire à un idéal, ou dans la vie, ou dans l'art.
C'était à eux que je destinais mon discours sur l'art dans la vie, soulignant entre autres qu'avec toute sa diversité et sa richesse, la vie est art, de l'art au plus haut degré. L'homme qui ne s'immerge pas dans le courant de la vie n'est pas un artiste, aussi beau que soient ses tableaux de coucher de soleil ou ses compositions de nocturnes. Cela ne signifie pas pour autant que l'artiste doive suivre un credo précis, s'engager dans un groupe anarchiste ou une section socialiste. Il ne peut en revanche rester insensible à la tragédie des millions de gens condamnés à ignorer la joie et la beauté. L'inspiration du véritable artiste ne s'est jamais trouvée dans un salon. Le grand art s'est toujours adressé aux masses, à leurs espoirs, à leurs rêves, visant cette étincelle qui enflammerait leur âme. Le reste, la majorité, la trop grande majorité, la médiocrité pour Nietzsche, n'est que la marchandise susceptible d'être achetée avec l'argent, avec la gloire à bon marché ou avec la position sociale. Ma conférence sur le théâtre s'avéra particulièrement opportune dans le contexte des efforts entrepris à l'époque par des pasteurs et des dames vertueuses pour purifier la scène. Ce fut cependant celle sur Francisco Ferrer qui attira l'assistance la plus nombreuse et suscita le plus vif intérêt. À la différence de ses percées en société, je retirai une satisfaction réelle des heures passées chez Faust avec Bill Ready, et en la douce compagnie d'Ida et de Ben Capps. Sur le plan de la théorie, Bill et moi étions à des années-lumière l'un de l'autre. C'était d'ailleurs ce qu'il avait écrit dans le portrait qu'il fit de moi, la fille du rêve, entre guillemets. Mais en réalité, le directeur du Mirror de Saint-Louis avait tout d'un anarchiste. L'ampleur de sa vision, sa tolérance et son généreux soutien à chacun des rebelles sociaux nous rapprochaient considérablement. Nous partagions souvent les mêmes goûts littéraires et son humour irlandais foisonnait ainsi que son esprit de répartie égayait les heures que nous passions ensemble. Je lui racontai une soirée que j'avais passée avec Karl Nold et d'autres amis chez Faust en 1901, juste avant d'aller à Chicago me livrer à la police. Il s'esclaffa. « Tu étais assise là à déguster mets et boissons alors que 200 inspecteurs te recherchaient à travers le pays. Oh mon Dieu, quelle femme !» Il se convulsa, ses yeux s'agrandirent d'étonnement, et l'hilarité fit tressauter son gros ventre. Après avoir reçu des claques dans le dos et bu quelques gorgées d'eau, Bill retrouva son souffle, mais tout au long de la soirée il s'écria « Oh mon Dieu, quelle femme !» Je partageais plus avec les Capes qu'avec Bill, parce que nous étions liés à la fois par notre idéal et par notre lutte pour défendre celui-ci. Bien avant de les connaître, j'avais entendu parler de leur zèle en faveur de notre cause et de leur constante disponibilité pour répondre à ses besoins. J'appris bien plus tard ce qui avait éveillé la conscience sociale de Ben Capes. « C'était un de tes meetings à Saint-Louis, me dit-il. J'étais venu avec une bande de jeunes pour te lancer des œufs pourris parce que tu étais une ennemie de Dieu et de l'homme. Ton discours ce soir-là m'a profondément ému et a transformé le cours de ma vie. Alors que j'étais venu pour me moquer, je suis resté et me suis agenouillé devant la nouvelle vision que tu avais créée pour moi. » Depuis, Ben n'avait vacillé ni dans sa fidélité à cette vision, ni à notre amitié, qui se renforça et embellit avec les années. Alors que l'université d'État du Michigan n'était séparée de celle du Wisconsin que par 10 heures de route, l'esprit qui prédominait accusait un retard de 50 ans. Au lieu de professeurs à l'esprit ouvert et d'étudiants enthousiastes, je me trouvais face à 500 rustres universitaires, sifflant, hurlant et se comportant comme des fous furieux. Il m'était déjà arrivé de prendre la parole devant des foules difficiles, dockers, marins, sidérurgistes, mineurs et hommes exaltés par la frénésie guerrière. Tous n'étaient que jeunes filles de pensionnat à côté de la bande de durs à cuire venue cette fois-là, de toute évidence pour interrompre le meeting. Avant même que je n'atteigne la salle, ces partisans de l'inviolabilité de la propriété privée avaient déchiré toutes nos publications. Cette prouesse accomplie, ils s'amusèrent à lancer des morceaux de charbon sur un vase en cristal posé sur la tribune. L'assistance était entièrement masculine, à l'exception de moi-même et d'une autre femme, le professeur Maud Thompson. La pauvre âme était coincée contre la porte et n'avait pas pu atteindre la tribune. Elle n'aurait de toute façon été d'aucune utilité, car je n'avais pas la moindre intention de faire appel à la galanterie de ces adolescents. Plusieurs étudiants qui nous avaient reçus à dîner dans leur association commencèrent à s'inquiéter pour ma sécurité et proposèrent d'appeler la police. J'estimais qu'une telle démarche ne ferait qu'empirer la situation et risquerait de provoquer une émeute. Je les informais que j'allais braver la tempête moi-même et en supporter les conséquences. Je fus accueilli à la tribune par des hurlements, des bruits de cloches, des piétinements frénétiques et des cris.
La voilà, la lanceuse de bombes anarchistes. La voilà, la partisane de l'amour libre. Tu ne parleras pas dans notre ville, Emma. Va-t'en. T'as intérêt à déguerpir. J'ai compris clairement que pour reprendre la situation en main, je ne devais montrer ni nervosité, ni signe d'impatience. Je croisai les bras et restai debout face au jeune sauvage, tandis que le vacarme assourdissant continuait. Je profitai d'une brève accalmie pour annoncer « Messieurs, je vois que vous êtes d'humeur sportive et que c'est une compétition que vous voulez très bien. Vous l'aurez voulu. Continuez à faire du bruit, j'attendrai que vous ayez terminé. » Un silence stupéfait se fit pendant un instant. Puis ils se déchaînèrent de nouveau. Toujours debout et les bras croisés, je concentrai toute ma volonté dans mon regard. Les hurlements diminuèrent peu à peu, et quelqu'un cria « Très bien, Emma, raconte-nous ton anarchisme !» D'autres reprirent son appel, et au bout d'un moment, un calme relatif régna. Je pris la parole. Je parlais pendant 1 heure malgré de fréquentes interruptions, mais assez rapidement, le silence s'installa dans la salle. Leur comportement, dis-je, était la preuve éclatante des effets de l'autorité et de son système d'éducation. Vous en êtes le résultat. Comment pouvez-vous savoir ce que signifie la liberté de pensée et de parole? Comment pouvez-vous avoir du respect pour autrui ou vous montrer aimable et accueillant envers l'étranger parmi vous? L'autorité chez soi, à l'école et dans le corps politique détruit ses qualités. Elle transforme l'individu en perroquet qui répète les slogans rebattus jusqu'à devenir incapable de penser de manière autonome ou de percevoir les injustices sociales. Mais je crois aux possibilités de la jeunesse, continuai-je. Et vous êtes jeunes, messieurs, très très jeunes. C'est une chance, parce que vous êtes à l'âge où l'on est impressionnable et pas encore corrompu. L'énergie dont vous avez si habilement fait preuve cet après-midi pourrait être mieux exploitée. Elle pourrait se mettre au bénéfice de vos semblables, mais vous avez gaspillé vos efforts en brisant un magnifique vase et en détruisant les travaux littéraires d'hommes et de femmes qui vivent, travaillent et souvent meurent pour leur vision d'un avenir meilleur. Dès la fin de mon discours, les étudiants lancèrent le banc de l'université. J'appris plus tard que je n'aurais pu recevoir plus grand hommage. Dans la soirée, un comité d'étudiants se rendit à mon hôtel afin de présenter des excuses pour le comportement de leurs camarades et aussi pour rembourser le vase brisé et les publications détruites. Vous avez gagné, Emma Goldman. Vous nous avez couvert de honte. La prochaine fois que vous viendrez dans notre ville, nous vous réserverons un accueil différent. Ce ne fut pas l'unique événement intéressant qui marqua notre séjour à Ann Arbor. Il y eut aussi la rencontre avec William Bond, professeur à l'université, et avec son épouse, Maud Thompson, universitaire elle aussi et très belle femme, pleine de sensibilité. Le jour de ma conférence, il nous avait invités à déjeuner, Ben et moi. Nous passâmes l'heure entière en vive discussion avec Bond, adepte du « socialisme scientifique ». Pendant le meeting qui suivit, il oublia nos divergences théoriques. La solidarité et la sollicitude entre camarades furent plus éloquentes que sa science froide, et il se montra prêt à se battre pour moi. À Buffalo, nous découvrîmes une personnalité hors du commun en la personne du secrétaire du maire. Seule l'Amérique était capable de produire une telle contradiction. Radical et non-croyant, il était en même temps entravé par cette conscience propre à la Nouvelle-Angleterre. Utopiste, il avait de grands rêves, mais il éparpillait son énergie en petits actes. Politicien et opportuniste, il craignait l'opinion publique, mais imprudemment, il n'en tenait pas compte, alors qu'il n'avait rien à gagner et beaucoup à perdre en insistant auprès du maire pour me laisser prendre la parole. Il défendit mes droits avec une obstination puritaine. Le chef de la police tenta d'empêcher le meeting. De son côté, le maire, sous la pression de son secrétaire, refusa de céder. Ce fut une véritable lutte dans laquelle l'intelligence supérieure l'emporta sur l'étroitesse d'esprit du fonctionnaire. Les voies des dieux sont impénétrables. Pour des raisons inconnues, la suite de la tournée ne souffrit d'aucune autre ingérence. Nous suivîmes discrètement notre route, labourant les vieux champs, creusant de nouveaux sillons et rencontrant des gens intéressants qui introduisaient du piquant et de la couleur dans nos activités. La presse n'accordait pas tous les jours un traitement équitable aux anarchistes, tant s'en faut. À ma grande surprise, 3 journaux de Denver publièrent in extenso mes conférences. Dans le journal local, le Times, le critique de théâtre fut même une découverte. On traite Emma Goldman comme une ennemie de la société parce que, à l'instar du docteur Stockman dans Un ennemi du peuple d'Ibsen, elle touche du doigt nos maux et nos défauts. Renault, le moulin à divorce entre guillemets du pays, attire une certaine catégorie de femmes. Elles y affluent pour racheter leur liberté à un propriétaire afin de se vendre ensuite, et souvent plus fructueusement, à un autre.
La respectabilité à la belle vie. Point de ce chagrin, point de ces tumultes d'âme de la femme libre qui souffre mille tourments quand elle passe d'une ancienne à une nouvelle expérience émotionnelle. Rien qu'un morceau de papier, facile à se procurer lorsqu'on a l'argent, qu'il faut pour apaiser l'opinion publique et sa propre conscience. Il n'empêche que dans l'hôtel où nous étions descendus, les divorcés se scandalisèrent en s'exclamant « Quoi ? Emma Goldman, sous le même toit que nous ? Emma Goldman, la championne de l'amour libre, on ne peut tolérer une telle personne !» Que pouvait faire la pauvre propriétaire ? Les divorcés, comme les miséreux, sont toujours là, et ce sont des clients rentables. Je dus quitter l'hôtel. L'ironie de la situation tint au fait que ces femmes, qui s'étaient opposées à ce que je séjourne au même endroit qu'elles, contribuèrent à attirer du monde à mes conférences sur, entre guillemets, l'échec du mariage et la signification de l'amour. C'était à Renault qu'on me fit découvrir le goût du jeu. Pour la première fois de mon existence, je vis des maisons de jeu grandes ouvertes où les gens prenaient d'assaut les tables de roulette. Je regardais avec intérêt les expressions et le comportement de ces hommes et de ces femmes obsédés par la passion. Moi aussi je tentais ma chance, mais après avoir perdu 50 cents, je renonçais à l'idée d'amadouer la fortune. À San Francisco, j'appris que Jack London vivait dans les environs. Je l'avais rencontré avec d'autres jeunes étudiants socialistes chez les Stransky, lors de mon premier voyage en Californie en 1897. Depuis, j'avais lu la plupart de ses œuvres et j'étais naturellement impatiente de renouer avec lui. Une raison supplémentaire me motivait aussi. L'école moderne de l'association Ferrer projetait de s'établir à New York. Nous avions eu la chance d'obtenir le soutien actif pour son travail pédagogique d'un certain nombre de personnes particulièrement énergiques, notamment Lola Ridge, Manuel Komroff, ainsi que Rose et Mary Yoster. Je voulais intéresser Jack London à notre projet. Je lui écrivis pour l'inviter à assister à ma conférence sur Francisco Ferrer. Sa réponse fut typique. « Chère Emma Goldman, j'ai reçu votre mot. Je n'irai à aucun meeting, même si Dieu Tout-Puissant devait y parler. Je n'assiste à des conférences que si c'est à moi de parler. Mais nous voulons au contraire vous avoir ici. Ne viendriez-vous pas à Glen Ellen en amenant avec vous qui vous voulez ?» Qui aurait résisté à une si aimable invitation ? Je n'étais accompagné que de 2 amis, Ben et mon ancien avocat, E. Kirk. Même si j'avais amené toute une caravane, Jack et Charmian London les auraient accueillis à bras ouverts, tant l'hospitalité de ces 2 chères âmes était chaleureuse et sincère. Le vrai Jack London n'avait que peu à voir avec le socialiste mécanique au réflexe conditionné de l'amour et rien d'autre, en français dans le texte. Ici, on trouvait la jeunesse, l'exubérance, la vie palpitante. Ici, on trouvait le bon camarade, tout plein d'égards et d'affection. Il s'efforça de transformer notre séjour en une merveilleuse fête. Certes, nous nous disputâmes à propos de nos différends politiques, mais Jack ne manifestait pas cette rancœur que j'avais si souvent décelée chez les socialistes avec qui j'avais débattu. Il est vrai que Jack était avant tout un artiste, un esprit créatif pour qui la liberté constitue le souffle de la vie. En tant que tel, il percevait tout naturellement les beautés de l'anarchisme, même s'il soutenait que la société devait passer par le socialisme avant d'atteindre ce stade plus élevé, l'anarchisme. En tout état de cause, ce n'étaient pas les idées politiques de Jack London qui m'importaient, mais son humanité, sa faculté de comprendre et de compatir avec les complexités du cœur humain. Comment aurait-il pu créer son splendide Martin Eden, en anglais dans le texte, s'il n'avait pas recelé en lui les éléments qui avaient contribué au tourment de l'âme et à la chute de son héros ? C'était ce Jack London-là, et non le partisan d'un credo mécaniste qui conféra sens et joie à mon séjour à Glen Ellen. Charmian, la femme de Jack, se révéla une hôtesse attentionnée, douce et aimante dans sa future maternité. L'énergie et l'entrain qu'elle déployait ne laissaient pas deviner la naissance prochaine de son enfant, et elle assurait avec trop de vigueur, je le craignais, ses occupations quotidiennes. Durant les 3 jours de notre visite, Charmian se reposait à peine, et cela uniquement après le dîner, lorsqu'elle se mettait à coudre un ensemble pour le bébé pendant que nous discutions, plaisantions et buvions jusqu'au petit matin. Au cours des 15 années précédentes, mes conférences avaient eu lieu grâce à mes camarades qui m'avaient toujours secondé de leur mieux. Néanmoins, ils n'avaient jamais réussi à atteindre un public américain important. Certains, en effet, étaient trop focalisés sur les activités au sein de leur propre groupe linguistique pour se soucier d'intéresser les natifs du pays. Les résultats pendant ces années-là s'avérèrent maigres et peu satisfaisants. Depuis que Ben était devenu mon manager, mon champ d'action s'était affranchi des limites étroites
où il était naguère enfermé. Lors de cette tournée, je me rendis dans 37 villes situées dans 25 États différents, y compris dans beaucoup d'endroits où l'anarchisme n'avait jamais fait l'objet de débats. Je donnai 120 conférences devant d'énormes auditoires pour un total de 25 000 entrées payantes, sans compter le grand nombre d'étudiants pauvres ou de chômeurs qui entrèrent sans payer. Le résultat le plus gratifiant de cet élargissement de notre rayon d'action fut les 10 000 publications vendues et les 5 000 distribuées gratuitement. Non moins significatives furent les différentes luttes pour la liberté d'expression, financées intégralement sur les fonds collectés à nos rassemblements. Nous ne négligeâmes pas pour autant nos autres activités. Notre appel à la solidarité envers la toute nouvelle association Francisco Ferrer et en faveur de nombreuses grèves suscitèrent une réponse matérielle tout à fait considérable. Néanmoins, certains camarades me condamnèrent sans ambages. Ils vécurent comme une véritable trahison le fait que moi, une anarchiste, je voyageais avec un manager, de surcroît ancien vagabond, un homme aux habitudes imprévisibles et qui d'ailleurs n'était même pas un camarade. S'il fut pénible de constater un tel sectarisme dans nos rangs, je ne m'en inquiétais pas cependant. Je puisais du courage dans la certitude qu'au cours de ces 2 dernières années, j'avais accompli un meilleur travail et contribué à mieux faire connaître l'anarchisme qu'auparavant, et que ces acquis n'étaient dus qu'au savoir-faire et au dévouement de Ben